Au cœur de Berlin, une tombe anonyme se dissimule sous l'herbe haute. Le silence du cimetière est presque total. Mais cette quiétude apparente cache une histoire tissée de mystères et de légendes sombres, car cette sépulture n'est pas n'importe laquelle. C'est la dernière demeure de Reinhard Heydrich, le boucher de Prague, l'un des hommes les plus redoutés du régime nazi et l'un des principaux architectes de la Shoah. Sa simple présence sous cette terre semble encore hanter les lieux. Pendant des décennies, la tombe reste dans l'oubli. Puis, une nuit glaciale de décembre 2019, le silence est brisé. Des individus forcent la sépulture, la violentent. Ils ne laissent derrière eux qu'un trou béant et une question sans réponse. Que pouvaient-ils bien chercher aux côtés des restes de l'homme qui a planifié l'extermination? Une épée légendaire, des reliques nazies à la valeur incalculable? Ou espéraient-ils trouver autre chose dans le vide laissé par un homme qui incarnait le mal à l'état pur? Au cœur de la machine de terreur du Troisième Reich, un homme se distinguait par son efficacité glaçante. Il n'était pas un officier parmi d'autres, mais une pièce maîtresse, quasi intouchable. Son nom, Reinhard Heydrich. Considéré comme le bras droit d'Heinrich Himmler, il était surtout le cerveau derrière les mécanismes de répression qui maintenèrent le régime en vie. Si Hitler offrait la vision idéologique et Himmler gérait la structure de la SS, Heydrich était l'exécuteur méticuleux. Il traduisait les ordres abstraits en plans concrets, transformant l'idéologie de la domination en une mécanique d'extermination. Sous son autorité directe reposaient les trois piliers de la terreur nazie: la Gestapo, la police secrète, dont la mission était d'écraser toute opposition et d'instaurer une paranoïa permanente; le SD, le service de renseignement, qui surveillait non seulement les ennemis extérieurs, mais aussi les citoyens allemands eux-mêmes, infiltrant chaque strate de la société; et la Kripo, la police criminelle, qui servait de bras auxiliaires pour persécuter les soi-disant indésirables. Heydrich ne les voyait pas comme des institutions distinctes, mais comme les rouages d'une seule machine, coordonnée avec une précision quasi militaire. Une machine conçue pour régner par la peur. Nommé protecteur du Reich en Bohême-Moravie, des régions qui correspondent aujourd'hui à la République tchèque, il gouverna avec un mélange de calcul administratif et de brutalité assumée. Sa politique de répression se voulait exemplaire. Chaque acte de résistance, même minime, était écrasé par des exécutions publiques, véritables mises en scène de l'intimidation. Les déportations de masse déchirèrent des communautés entières, tandis que la terreur psychologique maintenait la population sous une tension constante. La population locale ne tarda pas à lui donner un surnom: le boucher de Prague. Pourtant, sa cruauté ne connaissait aucune frontière. Reinhard Heydrich fut l'un des principaux architectes de la solution finale, le projet qui allait conduire au meurtre systématique de millions de Juifs à travers l'Europe. En janvier 1942, présidant la conférence de Wannsee, c'est lui qui orchestra dans les moindres détails logistiques le processus de déportation et d'extermination. Ce n'était plus seulement une politique de haine, mais une opération bureaucratique, des trains, des horaires, des centres de tri, des camps de la mort. Sa capacité à transformer le génocide en tableaux et en rapports officiels faisait de lui l'incarnation même de la raison administrative au service de la barbarie. Dans les salons feutrés du pouvoir nazi, une mélodie s'élève parfois. C'est celle d'un violon, joué avec une maîtrise déconcertante. L'homme à l'archet est Reinhard Heydrich, un musicien accompli, un pilote de chasse émérite, un sportif élégant. Mais derrière ce vernis de civilisation se cache une toute autre réalité. Lors des réceptions officielles, il affiche des manières irréprochables. Il converse de littérature ou de musique classique, projetant l'image d'un aristocrate des temps modernes. Cette façade culturelle ne fait que souligner l'abîme qui sépare sa vie privée de son rôle public, car Heydrich est l'architecte de la mort. Hitler voit en lui bien plus qu'un simple collaborateur loyal. Il admire sa cruauté, son ambition et son efficacité redoutable. La froideur de Heydrich, sa capacité à prendre des décisions rapides et sans état d'âme, fascine le Führer. Il voit en lui un esprit d'acier, un possible successeur. Pour Himmler, le chef de la SS, Heydrich est tout simplement indispensable. Si Himmler est l'idéologue méticuleux, Heydrich est le bras armé, l'exécuteur pragmatique. C'est lui qui transforme les visions les plus sombres du nazisme en une réalité administrative.
Avec Hitler et Himmler, ils forment une triade de la terreur, le cerveau invisible derrière d'innombrables opérations du régime. La figure de Heydrich symbolise ce que le Troisième Reich a de plus létal, la fusion entre une idéologie radicale, une efficacité militaire et un calcul bureaucratique implacable. C'est l'État moderne, avec sa logistique et sa capacité à ficher, mis au service de la destruction de masse. Heydrich est le visage de ce mécanisme, la froideur mathématique appliquée à l'extermination. Il est la personnification de l'efficacité meurtrière nazie, la preuve que la modernité peut servir la barbarie. Mais aucune tyrannie n'est éternelle. Pour Reinhard Heydrich, le temps du pouvoir absolu touche à sa fin. Sa chute sera soudaine, explosive, au cours d'un printemps qui changera le destin de l'occupation nazie en Europe. Au printemps 1942, le destin de l'Europe occupée est sur le point de basculer. Le 27 mai, Prague se réveille sous un soleil éclatant. Mais cette lumière peine à dissiper l'ombre qui pèse sur la capitale tchèque, écrasée par la botte nazie. Dans les rues, la vie suit un rythme étrange, artificiel, dicté par la peur et la surveillance constante. Pourtant, sous cette routine forcée, une étincelle de résistance survit. Ce matin-là, elle s'apprête à embraser l'histoire. À un virage serré, deux hommes attendent en silence. Joseph Gabčík et Jan Kubiš, des agents tchécoslovaques formés par les services secrets britanniques, sont revenus dans leur patrie pour une mission sans retour. Éliminer Reinhard Heydrich, le protecteur du Reich, l'architecte de la solution finale, l'homme le plus redouté du régime nazi, après Hitler et Himmler. Pour eux, le succès signifie la vengeance et l'espoir, l'échec, une mort certaine. La cible approche dans sa Mercedes-Benz vert sombre, décapotée, comme pour une parade en pleine zone de guerre. C'est un geste d'arrogance calculé. Heydrich se croit intouchable, un seigneur absolu en territoire conquis. Contrairement aux autres dignitaires nazis, il se passe d'escorte militaire. Pour lui, la peur qu'il inspire est la meilleure des protections. Cette confiance aveugle, que tant interprète comme une démonstration de pouvoir, allait devenir sa plus grande faiblesse. Au moment où la voiture ralentit pour prendre le virage, Gabčík sort de sa cachette, lève son pistolet mitrailleur Sten et vise droit sur la poitrine du bourreau de Prague. Le monde semble retenir son souffle. Mais l'improbable se produit. L'arme s'enraye. Heydrich, un instant stupéfait, réagit avec l'audace d'un officier brutal. Il ordonne à son chauffeur de s'arrêter, dégaine son pistolet Luger et, au lieu de fuir, tente d'affronter seul ses agresseurs. Ce geste, mélange de bravade et d'excès de confiance, allait sceller son destin. Voyant l'échec de son partenaire, Jan Kubiš agit en une fraction de seconde. Il sort de sa mallette une grenade anti-char modifiée et la lance de toutes ses forces contre la voiture. L'explosion déchire l'air, projetant un nuage de fumée et d'éclats qui transperce la carrosserie. Des fragments de métal et de cuir pénètrent profondément les poumons, l'estomac et le diaphragme de l'officier nazi, tandis que l'onde de choc blesse grièvement son chauffeur. Même à l'agonie, Heydrich tente encore de réagir. Tremblant, couvert de sang, il essaie de s'extraire du véhicule et de lever son arme, comme pour imposer une dernière fois son autorité. Mais ses forces l'abandonnent et il s'effondre sur le sol. C'est l'image parfaite de la chute d'un homme qui se croyait indestructible. Transporté d'urgence à l'hôpital de Prague, Heydrich subit plusieurs opérations. Les médecins locaux, sous la pression des nazis et des spécialistes envoyés de Berlin, se lancent dans une lutte frénétique pour sauver le cœur de fer d'Hitler. Pendant des heures, il retire les fragments qui ont pénétré son corps. Un temps, il semble qu'il va survivre. Il est conscient, reçoit des visites et se montre confiant dans sa guérison. Mais la réalité est tout autre. L'infection gagne les blessures internes et les antibiotiques ne sont pas encore assez puissants pour enrayer la septicémie. Peu à peu, la fièvre monte, la respiration devient difficile. Le corps qui symbolisait la froideur et l'efficacité nazie se consume de l'intérieur. Le 4 juin 1942, après 8 jours d'agonie, Reinhard Heydrich succombe. Il meurt à Prague, la ville qu'il a gouvernée d'une main de fer, laissant derrière lui un héritage de sang et de terreur. Pour Hitler, la perte est immense. Pour les Tchèques, c'est la fin d'un tyran. Mais la mort d'Heydrich n'apportera pas la paix, seulement une vengeance d'une ampleur inimaginable.
La nouvelle de l'attentat déclenche une fureur sans limite à Berlin. Hitler et Himmler exigent une vengeance immédiate, une punition qui doit glacer toute la nation. Une vague de terreur est sur le point de s'abattre sur la Bohême et la Moravie. Les troupes SS et la Gestapo quadrillant le territoire. Des milliers de civils sont exécutés, sans aucun jugement. Une simple suspicion, une dénonciation, suffit pour signer un arrêt de mort. La peur devient l'arme principale du régime, et 2 villages vont en devenir le symbole éternel. À Lidis, la furie nazie se déchaîne de manière méthodique. Tous les hommes sont abattus sur le champ. Les femmes sont déportées vers les camps de concentration, comme Ravensbrück. Les enfants sont arrachés à leur mère. Beaucoup mourront, d'autres seront envoyés en Allemagne pour y être germanisés. Puis les maisons, l'église, tout est rasé. Le nom même du village est effacé des cartes. Le village de Leżaki subit le même sort, réduit en cendres. Pendant que la Bohême suffoque sous la terreur, Berlin prépare un spectacle d'une toute autre nature. À Prague, les funérailles de Heydrich sont d'abord une démonstration de force. Son cercueil traverse les rues, escorté par un cortège militaire et des détachements SS. La population, contrainte au silence, observe la scène, le regard vide. Mais c'est à Berlin que la mise en scène atteint son apogée. Dans la nouvelle chancellerie du Reich, au milieu des torches et des étendards, le Führer prend la parole. Il décore le défunt de l'ordre allemand et le célèbre comme « l'homme au cœur de fer ». À côté du cercueil, une image glaçante. Ces 2 jeunes fils, vêtus d'uniformes SS miniatures, incarnent l'avenir que le Reich entend façonner. L'enterrement a lieu au cimetière des Invalides de Berlin, marqué par des salves d'honneur et une simple croix de bois. Hitler promet alors la construction d'un immense mausolée après la victoire finale, une promesse qui ne sera jamais tenue. Avec la défaite nazie, Heydrich sombre dans l'oubli. Sa tombe, modeste et silencieuse, ne deviendra que des décennies plus tard un simple objet de curiosité. Mais 1945. Sur les ruines fumantes de Berlin, le Troisième Reich s'effondre. Les troupes soviétiques avancent au milieu des décombres, et avec elles, une fureur accumulée après des années de guerre et d'atrocités. La vengeance s'abat sur la ville. Les symboles du nazisme sont arrachés des rues, les monuments sont dynamités, les aigles impériaux brisés à coups de marteau. Les grandes avenues, autrefois scènes des marches triomphales de la SS et des chorégraphies du pouvoir conçues par Goebbels, ne sont plus que des couloirs de chars, de soldats et de débris. La ville rêvée par Hitler n'est plus qu'un paysage de cendres, un silence brisé seulement par l'écho lointain des derniers combats. Dans ce climat de destruction, même les morts ne trouveraient aucun repos. Les tombes des dignitaires nazis sont profanées, les croix arrachées, les mémoriaux effacés. Parmi les cibles, Reinhard Heydrich. Son corps reposait depuis 1942 au cimetière militaire des Invalides de Berlin. La simple croix de bois qui marquait sa tombe est arrachée sans ménagement, effaçant toute référence visible à l'homme que le régime avait érigé en martyr. L'emplacement plonge alors dans l'oubli, réduit à un simple lopin de terre anonyme parmi des milliers d'autres. Avec la construction du mur de Berlin en 1961, le cimetière se retrouve isolé dans le secteur Est, sous le contrôle strict des autorités est-allemandes. La sépulture de Heydrich, déjà effacée de toute carte ou registre public, devient encore plus inaccessible. Plus de noms, plus de dates, plus d'inscriptions. Juste une tache indistincte de terre battue, invisible aux visiteurs. Seuls quelques historiens et bureaucrates de la RDA, gardiens de documents secrets, savent exactement où elle se trouve. Pendant des décennies, le silence et la poussière recouvrent ce morceau de terre. La dernière trace de l'un des hommes les plus redoutés du régime nazi semble avoir été avalée par l'histoire, comme si la terre elle-même avait scellé le passé. Jusqu'à une nuit de décembre 2019. Décembre 2019. Le cimetière des Invalides de Berlin est plongé dans un silence glacial. Soudain, dans l'obscurité d'une nuit froide, ce silence qui pèse sur une tombe depuis 77 ans est brisé. Des ombres se glissent entre les stèles et entament une excavation précise, à l'endroit exact où repose le bûcher de Prague. Ce ne sont ni des curieux, ni de simples vandales. Leur action est méthodique, presque chirurgicale, comme s'ils suivaient un plan. Le rapport de police, laconique, ne fait qu'acter les faits. La tombe a été ouverte, mais rien n'a été dérobé.
Tout indique que les intrus ont été interrompus, forcés de fuir en abandonnant leur mission. Mais pour les enquêteurs, une chose est sûre, ce n'était pas l'œuvre d'amateurs. L'excavation a été menée avec une précision qui trahit une information de premier ordre. Reinhard Heydrich n'a pas été enterré comme un simple soldat. En tant qu'Obergruppenführer SS, il a eu droit à des funérailles grandioses, pleines de la pompe nazie. Son corps repose dans un cercueil renforcé, vêtu de son uniforme d'apparat, ses décorations épinglées sur sa poitrine. Il n'était pas une cible choisie au hasard. Depuis des décennies, une rumeur persistait. Près de ses restes se trouverait un cadeau personnel d'Heinrich Himmler, une épée d'honneur réservée à une poignée d'officiers de l'élite nazie. C'est une pièce rare, d'une valeur historique et symbolique incalculable, capable d'attirer les collectionneurs clandestins et les réseaux spécialisés dans les reliques du Troisième Reich. Mais une autre légende, plus troublante encore, circule parmi les historiens et les chasseurs de trésors. Himmler lui-même, dans un geste de dévotion ou de superstition, aurait déposé sa propre épée près du corps de Heydrich, un acte pour sceller à jamais le souvenir de son protégé. Si elle existe, cette arme serait une relique macabre, preuve matérielle du fanatisme qui animait la machine nazie. La précision de l'excavation renforce cette hypothèse. Les intrus savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Ils ne risqueraient pas des années de prison, ou même leur vie, pour un objet sans importance. Leur objectif était clair, mais il n'a jamais été atteint. Lorsque la police est arrivée, la scène était muette, la tombe ouverte sur un silence dérangeant. Que cherchaient-ils? Qu'est-ce qui les a arrêtés? Les questions demeurent. La sépulture a été refermée, retournant à l'anonymat et à l'oubli forcé. Pourtant, le mystère flotte toujours dans l'air. Il y a une ironie cruelle dans ce dénouement. Heydrich, l'homme qui passait sa vie à tout contrôler, à calculer chaque geste pour dominer le destin de millions de gens, continue de générer la spéculation, la convoitise et la peur des décennies après sa mort. Son règne a laissé une traînée de destruction et de sang. Sa tombe, elle, ne garde que le silence, les ombres et un secret qui ne sera peut-être jamais résolu. Au final, l'histoire ne lui a érigé aucun monument et ne lui a réservé aucun honneur durable. Il ne reste que le souvenir de l'horreur et des cicatrices profondes qui ne s'effacent pas. Et c'est dans ce territoire invisible de la mémoire, et non sur un lopin de terre anonyme à Berlin, que la justice contre Reinhard Heydrich continue de s'accomplir. Jour après jour, génération après génération.